Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du cours sur le rayonnement dipolaire où on s'intéresse à étudier le champ électromagnétique et l'onde électromagnétique émise par une antenne qu'on modélise ici par un dipôle oscillant. Alors dans la vidéo précédente nous avons posé ce modèle, nous avons exhibé le champ électromagnétique qui était rayonné par cette antenne et aujourd'hui nous allons essayer, au vu quand même de l'expression assez compliquée de ce champ électromagnétique qui est ici rappelé sur l'écran, eh bien on va essayer de la décrypter un petit peu. On va notamment discuter de ce T-R sur C qui apparaît dans l'expression du champ électrique et du champ magnétique. Et puis ensuite, on va distinguer deux cas. On va distinguer le champ électromagnétique qui va être rayonné lorsqu'on va se situer à proximité de l'antenne, à proximité du dipôle rayonnant. Donc c'est ce qu'on appellera la zone de champ proche. On simplifiera alors l'expression du champ électromagnétique. Et puis dans un deuxième cas, on va se placer un petit peu plus loin, quand on est loin de l'antenne, dans la zone de rayonnement, et on verra la nouvelle expression du champ électromagnétique. Cette expression sera celle qu'on utilisera par la suite, plus en détail dans ce cours, et qu'on analysera finement, afin de décrypter la structure de l'onde rayonnée à grande distance par une antenne. C'est ce qui nous occupera ensuite. Mais dans un premier temps, analysons l'expression du champ électromagnétique qui nous est fournie, et simplifions-la dans les deux cas cités. Alors, dans ce cours, on s'intéresse à deux charges, une charge positive P placée en un point P de valeur Q, et une charge positive placée dans un point N et de valeur moins Q. Et au cours du temps, ces charges se déplacent, elles accélèrent et en fait elles oscillent autour de leur position d'équilibre, ainsi et ainsi. Et pour modéliser cela, alors je remets juste la position des charges, on peut introduire un moment dipolaire P, tel que P est égal à la charge Q fois le vecteur NP, et en raison de l'oscillation des charges, eh bien en fait P va dépendre du temps, et va être modélisé dans ce cours par une évolution sinusoïdale P0 cos oméga t portée par le vecteur uz. Donc le vecteur uz étant ici le vecteur unitaire ascendant. Et donc, voici le moment dipolaire auquel nous nous intéressons. Et ce à quoi nous allons nous intéresser maintenant, c'est quelle est l'onde électromagnétique rayonnée en un point M loin du dipôle, placée à une distance r du centre du dipôle. Donc si j'appelle O le centre du dipôle, on se place à une distance r, et on va introduire le repère sphérique, UR, Uθ, Uφ. Alors, pour que ce soit direct, Uφ va vers le fond. Et l'angle θ, ici, entre la verticale décrite par UZ et le vecteur OM. Et donc, quel est le champ électromagnétique au niveau du point M, sachant qu'on se place dans l'hypothèse qu'on a vue dans la vidéo précédente, c'est que la distance R est très petite devant la distance caractéristique du dipôle A. La dimension caractéristique du dipôle ici, c'est A. Et on suppose aussi que la longueur d'onde de l'onde émise par le dipôle, puisque le dipôle en oscillant va rayonner une onde électromagnétique de longueur d'onde lambda, et bien cette longueur d'onde est elle-même très grande devant lambda, devant A. Ça, c'était les hypothèses du cours de la vidéo précédente. Et bien, en se plaçant dans ces hypothèses-là, on admet que le champ électromagnétique a cette forme-là. Alors, c'est pas une forme qu'il faut connaître par cœur, puisqu'elle est compliquée. Par contre, une fois qu'elle est donnée, il va falloir être capable de l'analyser un petit peu et de la simplifier dans différents cas. Puisque pour l'instant, et ça va être le cœur de cette vidéo, nous n'avons pas comparé R et lambda. Est-ce que R est plus grand que lambda? Est-ce que R est plus petit que lambda? En fait, on va s'apercevoir que les deux cas sont intéressants et on va les traiter séparément. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va analyser l'expression de ce champ électromagnétique et on va l'étudier après plus précisément dans deux cas différents. Alors, allons-y tout de suite. Donc voici le champ électromagnétique que j'ai remis en plus grand. Donc redessinons le dipôle P, le point O et le point M à une distance R. Et on voit que dans ce champ électromagnétique apparaît la variable T-R sur C. Un petit peu partout ici. Et donc on va essayer d'interpréter la signification de cette variable. Alors remarquons que P de T-R sur C, c'est égal à P0 de cosinus de oméga T moins oméga R sur C. Et si on a la relation de dispersion dans le vide, K égale oméga sur C,
Eh bien, en fait, on s'aperçoit que c'est P0 cosinus de oméga t moins KR, et ça traduit une onde se propageant dans le sens des R croissants. Ça veut dire que l'apparition du P de T moins R sur C partout ici traduit le fait que l'onde électromagnétique générée par le dipôle se propage dans le sens des R croissants. C'est logique, elle part du point O, là où est le dipôle, et elle s'éloigne petit à petit du dipôle, donc on peut dire que le dipôle rayonne une onde électromagnétique se propageant dans le sens des R croissants. Ça, c'est la première remarque pertinente qu'on peut faire lorsqu'on voit l'expression du champ électromagnétique. Donc ça, on peut l'encadrer, c'est important. Alors, deuxième chose, alors au passage, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si votre dipôle est ici, il va rayonner une onde dans toutes les directions, dans le sens des R croissants. Donc il y a une onde qui va partir du dipôle et qui va s'éloigner de lui. Et si vous regardez ce qui se passe en un point M, finalement, ce point M était une distance R. Le temps que met l'onde aller du point M, du point O au point M, delta t, c'est la distance à parcourir R sur la vitesse, c'est-à-dire R sur C. Donc R sur C, c'est le retard dû à la propagation de l'onde. Donc, voir que le champ électrique et le champ magnétique sont des fonctions de T moins R sur C, ça veut dire que l'état du champ à l'instant T au point M dépend du dipôle à l'instant T moins R sur C, puisqu'en effet, l'onde qui arrive au niveau du point M à l'instant T, c'est celle qui a été émise par le dipôle à l'instant T moins R sur C, puisqu'il faut prendre en compte le retard dû à la propagation. Donc c'est assez cohérent de voir que l'onde au point M dépend de ce qui se passait au niveau du dipôle delta T plus tôt, c'est-à-dire à T moins R sur C, pour prendre en compte le temps de propagation. Donc ça, c'est déjà la première remarque. Alors, effectuons une deuxième remarque et considérons pour cela un dipôle électrostatique. Alors un dipôle électrostatique, c'est un dipôle dans lequel les charges placées en P et Q ne se déplacent pas au cours du temps. Autrement dit, que P, le moment dipolaire, est une constante, P0, est un vecteur constant. Et c'est autrement dit, si P est un vecteur constant, eh bien, P à l'instant T moins R sur C, c'est aussi P0. Puisque, quel que soit T, le moment dipolaire est le même. P point, ça vaudra 0. P point point, cela vaudra 0. Et donc, avec ces trois nouvelles hypothèses, enfin, avec cette nouvelle hypothèse et ces trois conséquences, on peut en déduire le champ électromagnétique associé au dipôle, que crée le dipôle. Donc, on en déduit le champ EB. Alors pour ça, on va aller retourner voir l'expression du champ électromagnétique du dipôle rayonnant, et on s'aperçoit que tous les termes en P point, en P point point disparaissent, et que le terme P de T moins R sur C qui est ici peut devenir P0. Et donc si on le factorise, on s'aperçoit que le champ électromagnétique possède une expression qui est alors beaucoup plus simple, qui est E égale P0 sur 4 pi epsilon 0 R cube, facteur de 2 cos θ UR plus sinus θ U θ, et que le champ magnétique est nul. Et là, si vous êtes vigilant, vous reconnaissez le champ électromagnétique, et entre parenthèses, c'est essentiellement un champ électrique, on reconnaît le champ électrique et le champ magnétique associés à un dipôle électrostatique qu'on avait étudié dans un précédent cours. Autrement dit, le modèle du dipôle électrostatique va être
un cas asymptotique du modèle du dipôle rayonnant en ce qui concerne le champ électromagnétique émis. Et une autre manière de le dire, c'est que le champ électromagnétique qu'on a présenté comme étant le champ électromagnétique émis par un dipôle rayonnant contient en lui-même le champ électrique créé par un dipôle électrostatique. Donc ça, c'est intéressant de voir que on retrouve un résultat connu dans l'expression générale du champ électromagnétique donné par un dipôle rayonnant. Donc voilà la deuxième remarque. On va maintenant aller plus loin en simplifiant l'expression, si je reviens ici sur l'expression du champ créé par un dipôle, qui reste, donc on a un petit peu plus analysé, c'est-à-dire qu'on a analysé la signification de T moins R sur C, on a retrouvé l'expression du champ créé par un dipôle électrostatique, mais maintenant on va vouloir aller plus loin, mais pour cela on va simplifier le champ électromagnétique selon qu'on se situe près du dipôle ou loin du dipôle. Alors c'est ce qu'on va montrer maintenant, c'est-à-dire que il y a plusieurs tailles caractéristiques à considérer. Il y a la dimension caractéristique du dipôle qui est A. Et elle, nous l'avons vu, elle sera toujours petite devant R, qui est la distance entre le point M et le dipôle. Donc le point M, c'est l'endroit où on regarde le champ électromagnétique. Et A est aussi très petite toujours devant lambda. Lambda, c'est la période spatiale de l'onde émise par le dipôle rayonnant, autrement dit la longueur d'onde. Donc on est toujours dans l'hypothèse A petite devant R et A petite devant lambda. Maintenant, entre R et lambda, il y aura deux possibilités. Soit R sera petit devant lambda, soit R sera grand devant lambda. R petit devant lambda, ça définira ici ce qu'on appelle la zone de champ proche. Ce sont les ensembles des points M qui sont à une distance R grande devant A, mais petite devant lambda. C'est ici. L'ensemble des points M qui sont à une distance R grande devant A et petite devant lambda. Et il y a aussi l'ensemble des points M qui sont à une distance R grande devant lambda et devant A, c'est ce qu'on appelle la zone de rayonnement. Et donc nous allons simplifier le champ électromagnétique dans ces deux cas. Alors on commence par étudier ce qui se passe dans le cas où R est petit devant lambda. Alors si R est petit devant lambda, la première remarque que l'on peut faire, c'est que l'on peut négliger le temps de propagation de l'onde entre le centre dipôle O et le point M. Puisqu'on a une distance très courte devant la longueur d'onde, le temps delta t égale équivaut à R sur C est négligeable. Donc on peut négliger le temps de propagation. C'est un petit peu ce qu'on fait lorsqu'on se situe en RQS dans l'électronique. Donc c'est la même idée que lors de l'étude des circuits dans les RQS, l'approximation des régimes quasi-stationnaires en électronique. Vous savez, c'est quand on peut dire que la longueur du circuit est très petite devant la longueur d'onde de l'onde émise, et dans ce cas-là, on peut négliger les phénomènes de propagation dans les fils. Eh bien, il se passe la même chose ici, ce qui fait que P de T moins R sur C est grosso modo la même chose que P de T, on néglige le temps de propagation R sur C. Donc ça, c'est la première chose. De même pour P point et P point point, on pourra négliger le R sur C devant T. De plus, en ordre de grandeur, il y a des choses qu'on peut dire. On sait que P point, eh bien c'est P, c'est P0 cos oméga t, donc quand on dérive, il y a un oméga qui passe devant. Donc un ordre de grandeur, P point, c'est oméga fois P. Donc le dièse ici sert pour ordre de grandeur. Et donc, ainsi, alors ce qui peut être intéressant, c'est d'aller regarder à nouveau l'expression du champ. Je vais essayer d'exprimer P point sur R carré C par rapport à P sur R cube. D'essayer de voir lequel de ces deux termes est prépondérant. De la même manière, ici, on a trois termes. P point point sur R C carré, P point sur R carré C, P sur R cube. On va essayer de voir lequel est prédominant. Et on va faire la même chose pour B. Donc, allons-y. On va comparer, donc on a dit P sur R carré C. Le T moins R sur C n'a plus d'importance, hein, puisqu'on a vu qu'on pouvait se ramener à chaque fois à P de T. Alors P sur R carré C, c'est environ
P point sur R carré C, pardon, c'est environ égal à oméga P en ordre de grandeur sur R carré C. Mais or, on sait que lambda, c'est C sur F, et F, c'est oméga sur 2pi, d'après la relation, enfin, donc ça c'est la relation de dispersion, lambda égale C sur F. Donc ça fait 2pi fois C sur oméga. Donc on peut remplacer le oméga par 2pi C, P sur R carré, lambda C, mais donc ainsi, hop, le C s'en va au numérateur. Et donc là, on a ça, et finalement, cette chose-là, c'est très petit devant P sur R cube. Pourquoi? Bah parce que ici, on sait que R est très petit devant lambda. Donc si R est très petit devant lambda, donc lambda ici est très grand devant R, et R cube c'est aussi, on pourrait le simplifier, on pourrait dire que c'est R carré R. Et donc ce lambda étant très grand devant ce R, eh bien ce terme-là est très petit devant ce terme-là. Alors je remets R cube ici pour la simplicité de l'écriture, mais voilà comment on peut montrer que P point sur R carré C est très petit devant P sur R cube. De la même manière, on peut regarder P point point, le troisième terme qui était P point point sur RC carré. Alors P point point sur RC carré en ordre de grandeur, eh bien c'est oméga P point sur RC carré. Et ça, de la même manière que tout à l'heure, c'est 2pi P point sur RC lambda. Là, j'ai encore utilisé le fait que C c'était 2pi, enfin que oméga c'était 2 fois pi fois C sur lambda. Et ça, eh bien on sait que ça va être très petit devant P point sur R carré C. Encore une fois, pour la même raison que précédemment, parce que lambda est très grand devant R. C'est la même raison qu'ici. Et comme on a ça, et qu'on sait en plus, et là on reconnaît hein, ici le terme ici, c'était ce terme-là. Donc c'est aussi très petit devant P sur R cube. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de tout ça? On déduit qu'à chaque fois qu'on a un terme en P point sur R carré C, il est plus petit que le terme en P sur R cube, et de la même manière, le terme en P point point sur RC carré, il est beaucoup plus petit que le terme en P point sur R carré C, qui était lui-même plus petit devant le terme en P sur R cube. Ce qui fait que quand on revient à l'expression de départ, on va voir ce qui se simplifie. Le terme ici devient négligeable devant celui-là. Le terme ici et le terme ici deviennent négligeables devant celui-là. En plus, on peut enlever le moins R sur C, puisqu'on a vu qu'on pouvait négliger la propagation. Dans B, il y a deux termes, donc on enlève le terme négligeable. Le terme négligeable, c'est celui-là. Celui-là doit rester, puisqu'il n'est additionné à rien, donc on ne peut pas le négliger. Donc celui-là, on le laisse, mais on enlèvera aussi le moins R sur C, puisqu'on a vu qu'on pouvait négliger les phénomènes de propagation. Donc voilà, par une analyse en ordre de grandeur, comment nous avons simplifié E et B lorsque nous sommes dans le cas du champ proche. Alors, on va le rédiger. Ainsi, si R est très petit devant lambda, on peut dire que E est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 R cube, facteur de 2 cos θ P de t UR, plus sinus θ P de t Uθ, et B est égal à sinus θ P point sur 4pi epsilon 0 R carré C. Ça, c'est R carré C carré. C'est ce qu'on trouve en reprenant l'expression donnée initialement, UFI. Donc voici le champ électromagnétique dans la zone de champ proche.
dans la zone de champ proche, le champ électromagnétique a cette allure. Alors, vous devez être capable de simplifier le champ électromagnétique du dipôle rayonné dans la zone de champ proche, mais en fait, le programme de MP s'intéresse vraiment majoritairement à ce qui se passe lorsqu'on est loin de l'antenne, loin du dipôle, c'est-à-dire à ce qui se passe, quelle est l'onde électromagnétique rayonnée loin. Puisque quand même, le but, ça va être de modéliser des antennes qui sont capables de rayonner des ondes électromagnétiques à des très grandes distances. Donc nous, on va maintenant s'intéresser plus en détail à la zone de champ lointain, à la zone de rayonnement. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, mais il fallait être capable quand même de simplifier le champ électromagnétique dans la zone de champ proche au cas où on en aurait besoin. Donc maintenant, on se place dans la zone de rayonnement. Donc désormais, R est très grand devant lambda. Et R est toujours très grand devant A, bien sûr. Alors, on va revenir encore une fois au champ de départ. Hop. On efface tout notre travail qu'on avait fait dans la zone de champ proche. On regarde le champ lointain. Bah, si le champ est lointain, la variable qui est la plus grande, c'est R, qui devient très grande devant toutes les autres. Et donc, finalement, on va pouvoir ne conserver que les termes qui sont en 1 sur R puissance n, avec n le plus faible possible, puisque lorsqu'on va être sur R qui tend vers l'infini, eh bien on va conserver uniquement le terme qui tend le moins vite vers 0, le terme prédominant, et donc c'est celui qui va avoir la valeur de n la plus faible, et donc ça se voit tout de suite ici, c'est celui-là, en 1 sur rc carré. Vous voyez que le terme en 1 sur r cube va être négligeable, devant 1 sur rc carré, le terme en 1 sur r carré va être aussi négligeable, ces termes-là vont être négligeables, puisqu'ils sont en 1 sur r cube et en 1 sur r carré, et dans les deux termes qui est dans le champ B, ce terme-là va être négligeable, de telle sorte que c'est celui-là qui va rester, puisqu'il est juste en 1 sur R. Hein, donc l'astuce, quand on regarde en R qui tend vers l'infini, c'est qu'on dit que 1 sur Rn est négligeable devant 1 sur Rm si n supérieur à m. Donc c'est ça qu'on va utiliser comme argument et qu'on va rédiger maintenant proprement pour justifier le fait que dans la zone de rayonnement, on ne va conserver que ce terme-là et ce terme-là. Allons-y. Donc désormais, R est très grand devant lambda. R étant grand devant toutes les autres dimensions, on ne garde que les termes en 1 sur R qui seront prédominants. C'est un peu comme faire un équivalent à l'infini du champ électromagnétique. Et donc, on peut donc écrire désormais la nouvelle expression du champ électromagnétique dans la zone de rayonnement. Et c'est celle qu'on étudiera beaucoup par la suite. Le champ électromagnétique dans la zone de rayonnement vaut, pour le champ électrique, sinus θ sur 4 pi epsilon 0 R P point point de T moins R sur C porté par le vecteur Uθ. Alors bien sûr, ici, on ne néglige pas le temps de propagation R sur C, puisqu'on est loin du dipôle. Et le champ magnétique B, lui, va s'écrire sinus θ sur 4 pi epsilon 0 R, facteur de P point point de T moins R sur C cube UFI. Donc voici l'expression du champ électromagnétique, et la suite de ce cours, ça va être d'analyser cette onde, d'essayer de comprendre un peu mieux l'onde rayonnée par le dipôle à grande distance. Et alors, on voit tout de suite que c'est une onde qui n'est pas plane, hein, puisqu'elle va dépendre de θ, qu'elle va dépendre de R. Elle n'est pas non plus isotrope. Le champ électromagnétique rayonné n'est pas non plus isotrope, puisque le champ E et le champ B ne sont pas les mêmes selon la valeur de θ. Donc c'est tout ça que nous allons étudier par la suite. Mais malgré ça, on va s'apercevoir que localement, elle a un comportement qui ressemble à celui d'une onde plane. Donc c'est ce qu'on va faire dans le prochain exercice, que vous pouvez chercher, et qui consiste à analyser le champ électromagnétique qu'on vient de trouver, et essayer de développer maintenant notre intuition sur le champ rayonné à grande distance.